Et bienvenue, mesdames et messieurs, à cette keynote de la deuxième journée, troisième demi-journée. Alors, je suis complètement biaisé par la prochaine personne qui va venir. Donc, on vit tous les deux à Singapour. C'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Et tout ce qu'il va dire sur les équipes, buvez-le. Voilà. Donc, je vous demande d'accueillir sur scène une personne qui me fait super plaisir d'être là. Merci d'accueillir Simon Jaillet en direct de Singapour. Hello tout le monde. Alors je vais partager mes slides et on va être parti. Bonjour à tous, bonjour Grenoble, bonjour le monde. Merci Jérôme, quel bonheur d'être avec vous, quel frisson, que dire, d'être avec vous aujourd'hui. Donc dans les 45 prochaines minutes, je vais vous parler vraiment d'un sujet qui m'est cher, qui me passionne. Et c'est ce sujet-là, Jérôme, tout va bien, j'espère. Ce sujet-là, c'est vraiment un sujet sur lequel j'ai travaillé pendant plusieurs années. Et bien sûr, avec la pandémie, un certain nombre d'équipes ont été mises au défi du travail à distance. Donc, on va un peu aborder ça ensemble. Et tout d'abord, ce qui est important pour moi, c'est de dire un grand merci à tous ces sponsors qui permettent ce genre d'événement de voir le jour. Et par là même, j'ai envie de faire un grand, je sais pas, j'aimerais avoir du son, du bruit, etc., pour faire un grand tonnerre d'applaudissements ou de clics pour cette magnifique équipe d'Orga qui a permis malgré ces conditions inédites, de pouvoir avoir cet événement et finalement de faire en sorte que cette expérience se passe bien pour vous, se passe bien pour les speakers. Et finalement, si vous avez le sentiment que tout cet événement se passe bien, que tout est fluide, etc., imaginez en tant qu'équipe l'énorme travail qui a été fait en amont. Et donc, c'est un peu de tout ça dont on va parler aujourd'hui. Si je dois un petit peu parler de moi, tout simplement, voilà, il y a 3 ans et demi, j'ai décidé de partir avec ma petite tribu. On était 4, on est 5 maintenant. On a décidé de partir à Singapour. Alors, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, oui, il fait 27-28 degrés. Oui, on est toujours en short. Mais oui, il fait mauvais. Et ça me rappelle ma Bretagne, cette Bretagne qui me manque quand même. Et donc, je pense aussi à tous les copains de Bretagne, mais tous les copains de France. Et je vais essayer de reparler un petit peu après, ce qu'ils m'ont apporté, ce qui m'a permis de devenir un petit peu ce que je fais et ce que je suis aujourd'hui. Donc oui, je suis facilitateur, coach agile. Je suis tombé dedans il y a déjà un certain nombre d'années. Ma particularité, c'est que j'interviens donc dans ce cadre-là chez mes clients et en même temps, je gère une belle équipe de coach agile. Alors Aurélien en parlait hier, manager des coachs agiles, pas toujours évident. On en reviendra, mais c'est aussi une extrême richesse et ça me permet de grandir tous les jours. La remise en question étant évidente quand on travaille avec des coachs agiles. Support des communautés parce que j'étais longuement un amoureux des communautés. J'ai grandi au travers des communautés, à travers des événements comme Agile Grenoble et beaucoup d'autres. Et puis, bon an, mal an, j'ai commencé à m'investir aussi sur ces communautés, notamment Agile Touraine et Agile Laval, où pendant quelques années, j'ai mis mon énergie au sein de ces équipes-là. Idéaliste, pragmatique, idéaliste parce que je vis pour avoir un impact positif sur le monde et je trouve que c'est ce qui me permet de me réveiller le matin et d'aller à la rencontre des autres et de passer outre des situations complexes, compliquées. Pragmatique parce que j'aime aussi ancrer dans le présent l'ensemble des choses que je fais en expérimentant, en apprenant, voilà, l'agilité en soi. Donc Singapour, juste pour la petite histoire et pour expliquer un cheminement qui a été important pour moi, quand je suis parti de France, certainement conscient d'une certaine expertise, je suis arrivé avec mon franglais, oui du franglais, une espèce de mélange un peu incompréhensible ni par les Français ni par les Anglais. Et donc je suis arrivé et je pensais pouvoir appliquer mon coaching de manière assez évidente. Il s'est avéré que j'ai dû complètement réapprendre mon métier parce que à Singapour, multiculturalisme, différentes langues, différents environnements, il a fallu que je m'intègre, que je comprenne, que je grandisse pour essayer de redevenir performant.
J'ai du mal à dissocier de mon côté, et vous le verrez, la notion d'équipe et la notion de distanciel. Depuis le début de ma carrière, où j'étais ingénieur en production, où je travaillais avec des équipes aux États-Unis, en Suède, en France, j'ai toujours eu ce rapport à la distance et ces différentes cultures. Ensuite, quand j'étais en France, dans cette équipe, et je sais qu'il y en a quelques-uns parmi vous, de facilitateurs à Nantes, où nous, nous enrichissions finalement la manière dont les équipes collaboraient. On a très rapidement dû travailler entre les différents parties de ce groupe bancaire pour aider les équipes à mieux collaborer à distance. Enfin, sur ce gros programme avec Aurélien Morvan, où on a travaillé entre la France et la Roumanie, où une équipe française a dû apprendre à collaborer avec une équipe roumaine. Alors oui, il y avait des voyages, mais il fallait aussi travailler en distanciel. Enfin, depuis mon arrivée à Singapour, entre l'Australie, la Chine, l'Inde et Singapour, principalement, qui, avant la pandémie, faisaient déjà partie de la manière dont on collaborait. Maintenant, la pandémie a changé les choses, et on va en parler un petit peu. Pour autant, et comme Lisette était là hier, il est important pour moi de vous partager quelques-unes de mes références, ces livres, mais bien entendu beaucoup d'expérimentations, beaucoup d'échecs et beaucoup de choses qui m'ont permis de grandir sur ces sujets-là. Donc aujourd'hui, vous allez voir que je vois le fait de travailler à distance plutôt comme un moyen, et donc une complexité liée aux moyens, plus que la totalité du sujet que je vais aborder aujourd'hui. Il est important pour moi, et Lisette, dans un des premiers podcasts qu'elle a fait au moment où la pandémie a commencé à arriver, que tous les gens ont été renvoyés un petit peu chez eux, a immédiatement partagé que ça allait être violent, ça allait être une rupture. Que pour certains, oui, quand on parle dans le jargon des digital nomades, ces gens qui codent sur la plage en Thaïlande, bah oui, pour eux, ça allait être plus simple. Pour des compagnies comme Adam hier, qui nativement ont intégré ça dans leur manière d'opérer, oui, c'est simple. Mais pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup d'équipes, cette transition a été complexe. Donc aujourd'hui, une des choses que je constate, c'est que finalement, beaucoup d'organisations suivent ce manifeste qui n'est pas le manifeste agile, mais la première valeur de ce qu'on appelle le contre-manifesto, c'est-à-dire que la transition au travail à distance se caractérise beaucoup plus par un énorme investissement sur les process et les outils. On en a entendu beaucoup. Alors, est-ce que tu es sur Zoom, sur Teams? On parle beaucoup d'outils. Et finalement, on en oublie ce qui caractérise vraiment une équipe, c'est-à-dire les individus et leurs interactions. Donc aujourd'hui, ma problématique, et je vais intégrer forcément un certain nombre d'aspects liés au travail à distance, va être de vraiment me replonger, de vous proposer une keynote autour de qu'est-ce qui fait d'une équipe une équipe, en prenant en compte cette complexité qui est le fait de travailler à distance. Notre agenda, finalement, va être articulé autour de 3 parties. La première, où je vais vous raconter 3 petites histoires, des histoires personnelles ou professionnelles, d'équipes qui m'ont inspiré, sur lesquelles je me suis senti bien en tant que membre de l'équipe ou en tant que manager, on va en discuter. Puis, j'essaierai de vous caractériser finalement le pas de recul que j'ai fait pour analyser qu'est-ce qui fait d'une équipe une équipe performante. Pour finir par un certain nombre de petites pratiques de partage de ce que l'on a pu faire dans mon équipe à Palo Alto à Singapour. Commençons par ces équipes qui finalement m'ont inspiré et qui ne sont pas toutes en remote, juste pour l'explication. C'est les premières équipes que je veux mettre en avant, et puisqu'on est dans un événement communautaire comme Agile Grenoble, c'est ces équipes d'organisation, et Agile Touraine ou VoxDA Singapour, conférence technique que j'ai co-organisée pendant 3 ans. Une des équipes généralement formidables. J'ai beaucoup aimé, je me suis entretenu avec Van, Céline et d'autres orgas avant de monter sur scène finalement, et où la confiance est au cœur de tout. La diversité des organisateurs, la passion que ces organisateurs ont et qui font que l'on se dépasse pour livrer des expériences incroyables telles que vous pouvez vivre aujourd'hui. Le petit secret qui est peut-être pas souvent partagé, c'est que finalement, c'est la petite bière de la fin
qui est la plus savoureuse quand on est dans une équipe d'organisation, quand on voit tous les participants repartir avec un sourire. Et finalement, c'est vraiment de ces équipes-là qu'il faut s'inspirer et que je me suis inspiré. Et puis, il y a des événements comme Play 14. Play 14, équivalent, pour ceux qui connaîtraient, aux Agile Games en France. Événements collaboratifs basés sur, pareil, sur le forum ouvert. Si vous ne savez pas ce qu'est un forum ouvert, vendredi se jouera le forum ouvert, demain d'ailleurs, de Agile Grenoble. Finalement, on a réussi avec une équipe complètement basée dans divers pays dans le monde, Australie, Singapour, l'Inde, l'Europe. On a pu finalement organiser un événement où tout le monde a pu participer, indépendamment de leur fuseau horaire. Donc, on a pu gagner finalement en durée. D'ailleurs, pour la petite anecdote, puisque tout le monde a vu Jérôme en introduction, Jérôme a perdu son pari. Son engagement était de tenir les 24 heures de l'événement. Il a largement abandonné au bout de 13 heures. Mais tout ça pour dire que finalement, ce que je retiens de ces types d'équipes d'organisation, d'événements, c'est qu'en général, il y a une vision qui est très claire. Il y a des leaders, des gens qui prennent des initiatives, qui emmènent. Ensuite, l'ensemble des choses, et ce qui manque beaucoup dans le monde professionnel, l'invitation, que le forum ouvert développe énormément, mais tout est basé sur l'invitation. Il n'y a pas il faut y aller, c'est important, tout est basé sur la forme de l'invitation. Et finalement, et particulièrement pour Play 14, la discussion autour de l'outillage a été très limitée. Et ceci a permis finalement de créer cet espace de bonheur, d'engagement et de motivation qui caractérise ce genre d'événement. Pourquoi ne pas retrouver ces choses-là dans nos environnements professionnels? La deuxième histoire que je vais vous raconter, c'est par rapport à ma troupe d'improvisation théâtrale, excusez-moi, qui me manque parce qu'à Rennes, et je n'ai pas réussi à retrouver la même équipe ici à Singapour, mais imaginez-vous que vous devez monter sur scène. Il y a un public qui attend, qui a payé de temps en temps et qui est donc en attente d'une certaine qualité. De facto, vous montez sur scène et l'ensemble de la créativité va se baser sur deux éléments. L'écoute des différents points de vue et la confiance que l'on a dans les différents membres de l'équipe. Aujourd'hui, si vous montez sur scène et qu'à un moment donné, votre histoire chancelle, vous êtes à court d'idées, etc., l'équipe va venir à votre soutien. Voilà un petit peu ce que j'ai retenu de ces années d'improvisation théâtrale qui m'ont énormément appris et qui me permettent aujourd'hui de rebondir à un moment donné où il pourrait y avoir des difficultés. La dernière équipe et la dernière histoire, je vais en reparler un petit peu, c'est mon équipe à Singapour. On appelait ça l'équipe Agile avant, maintenant on a changé un petit peu de nom. Désolé, il y a quelques anglicismes dans la conférence, mais c'est pour Culture, Change and Consciousness. On s'est rendu compte qu'on voulait vraiment aller au-delà de l'agilité et accompagner nos clients sur quelque chose d'un peu plus large, et notamment l'aspect culturel qui est quelque chose de très important. Culturellement, cette équipe est très diverse. 11, 12 en me comptant coach agile, venant d'Angleterre, de France, de Malaisie, d'Inde, d'Australie. Une diversité donc de langues, de cultures, de musique, de culinaire et aussi de compétences, des coachs agiles qui sont Scrum Master, des coachs agiles qui sont plus au niveau de l'organisation, des executive coachs, des craftmen, donc une diversité aussi à prendre en compte. Cette équipe, jusqu'à mars dernier, nous à Singapour, c'est en mars, on s'est retrouvés à la maison. Elle se retrouvait toutes les 2 semaines, physiquement. J'en parlais hier avec certains d'entre vous. On faisait du Lego, on faisait des choses, on se partageait, limite on se touchait, comme pourrait dire Aurélien. Et finalement, du jour au lendemain, comme beaucoup d'équipes dans le monde, on a dû basculer en remote. Je vous parle aujourd'hui avec le recul de plusieurs mois. Ça n'a pas été simple. J'ai un cas, par exemple, que je souhaitais vous partager. Qui est extrêmement important pour moi et qui a été vraiment impactant en tant que manager. C'est un des membres de mon équipe rêvait d'une formation d'executive coach qui se passait en Inde. La semaine où on a fermé les frontières à Singapour, il a volé en Inde. Il s'est retrouvé bloqué en Inde en mars. Aujourd'hui, l'histoire mériterait un peu plus de temps, mais il est aux Bahamas. Non, je rigole. Il est dans son chemin de retour de l'Inde et on arrive en décembre.
C'est-à-dire que de mars à décembre, il a été bloqué en Inde et que comment garder cet esprit d'équipe, comment garder cette personne dans le doute, comment travailler avec ces personnes pour qu'elles ne se sentent pas à l'écart. Ça va être aussi des choses que je vais essayer de partager avec vous. Humilité et pour permettre de rebondir. Maintenant, j'aime observer les interactions. Je me suis un peu documenté pour être très transparent. J'ai un petit peu d'expérience maintenant. Je vais essayer de vous partager 10 axes qui, pour moi, caractérisent une équipe performante et qui sont plus une invitation de votre part à en discuter avec votre équipe. Ces 10 axes sont relativement pragmatiques. Je vous ai prévenu. En même temps, je ne vous ai pas vendu à autre chose. Donc, ces 10 axes, ça va aller de la vision aux mesures. Ça va aller de l'environnement aux compétences. Mais c'est 10 axes de réflexion qui, finalement, on se dit, c'est là, mais qu'on aborde finalement peu. Et c'est pourtant des espaces de conversation extrêmement riches qui permettent de retrouver cet esprit d'équipe et de dépasser le cadre de la complexité d'un travail à distance. La première de ces caractéristiques, finalement, c'est la vision. C'est votre étoile polaire, c'est une vision émotionnelle, c'est quelque chose qui va changer aussi. Combien d'équipes ont revisité leur vision au moment de la pandémie? Combien d'équipes se sont posées ces questions? Si vous avez du mal à caractériser ce qu'une vision peut être, je vous invite à vraiment aller écouter Kennedy en 62 quand il fait son discours We choose to go to the moon. Il n'en sait rien comment il va y aller. Il n'en sait rien comment on va pouvoir poser un homme sur la Lune. Pour autant, il fait un discours qui est extrêmement poignant, qui a permis d'embarquer un certain nombre de monde sur ce cheminement et qui a fait finalement le succès. Est-ce qu'il savait ce qu'il allait se passer? Non, absolument pas. Je vous invite vraiment à aller regarder ça parce qu'une vision dans les équipes performantes est une vision qui est simple, facile à expliquer et chacun des membres de l'équipe est capable de l'articuler pour l'équipe et en dehors de l'équipe. La taille, et oui, la taille compte, c'est important. Dunbar, anthropologue assez connu, je vous invite vraiment à regarder. C'est pas toujours lié à l'agilité, mais c'est vraiment très intéressant. Donc vous regardez un petit peu ces différents cercles comme des tailles de groupe. Par hasard, puisque c'était pas l'objectif de sa recherche, il a finalement identifié que on avait des limites finalement de connexion en termes de nombre. C'est-à-dire la qualité des interactions qu'on allait avoir. Il parle plutôt du nombre d'amis, lui. Mais finalement, la taille de votre équipe a un enjeu crucial sur la capacité à collaborer. Plus vous augmentez l'équipe de manière très très simple, plus vous augmentez potentiellement le nombre d'interactions. Donc, par défaut, plus vous pouvez aussi manquer d'interactions et de facto impacter votre collaboration. J'espère que ça fait sens pour vous, mais parler en équipe de la notion de taille, combien on est, est-ce qu'on n'est pas trop petit, trop grand, est-ce que ça impacte notre collaboration, est un enjeu clé. Les équipes performantes sont généralement des équipes ramassées de petite taille, autour de 5 à 10 personnes. Étonnant quand on a lu un petit peu Scrum. Ce qui est important aussi, et c'est basé sur quelques centaines de réunions que j'ai pu faire, c'est que finalement, quand on est à distance, il y a une chose qui est très importante, c'est finalement de se dire que la taille et l'engagement, il y a aussi le temps des durées de réunion, Lisette en parlait hier, bien entendu, mais la taille a un énorme impact sur la capacité d'engagement d'une équipe. Rappelez-vous votre dernier meeting à 3 à 5 en distanciel, rappelez-vous votre dernier meeting à plus de 10, 15, finalement, ça a un impact direct. En plus, si on rajoute la notion de facilitation, vous verrez qu'une équipe qui n'a pas la compétence de facilitation, il y a une dégradation vraiment de l'engagement encore plus rapide. Très bien. Donc finalement, les équipes performantes ont complètement intégré cette notion de facilitation et il y a beaucoup de facilitateurs graphiques dans cette conférence. La facilitation graphique en fait partie. Toutes les équipes performantes qui ont intégré des notions de facilitation voient leur engagement évoluer dans le bon sens. Je prends un petit bol d'air et je continue. Les équipes performantes ont une structure et une gouvernance simple, claire.
Quand la structure et la gouvernance ne sont pas claires, et particulièrement à distance, bingo, c'est toute la collaboration qui ne se met pas en place. Les équipes performantes ont des structures qui peuvent évoluer, mais qui sont documentées, articulées. Ils ont des prises de décision, dépendamment des contextes, et on verra un petit peu ce que nous, on a pu expérimenter de notre côté, mais qui est clair. Si votre structure et votre gouvernance n'est pas claire dans votre équipe, si un nouveau membre d'équipe arrive, soit il va se créer ses propres règles, soit il va se perdre. Si vous souhaitez embarquer des nouveaux membres d'équipe, avoir une gouvernance et une structure claire vous permettra d'aller plus rapidement vers la performance. La maturité. Alors hier, on a parlé de vélocité, de vitesse, de ce genre de choses. Moi, c'est une invitation aussi à prendre le temps. Une invitation à prendre le temps. Finalement, la maturité, il y a beaucoup de choses qui se passent avec le temps. Une équipe, c'est en apprenant à se connaître, en ayant eu quelques petits pépins, elle va pouvoir passer au-delà des montagnes. Les 5 étapes de Tuckman, finalement, là, il n'y en a que 4 sur le dessin. Je vous laisserai découvrir la 5e par ailleurs. La réalité, c'est que quand on est passé en mode remote, il y a énormément d'équipes et je me rappelle vraiment de discussions avec Maxime Bonnet et Laurent Hérault hier, où beaucoup d'équipes qui étaient sur leur plateau, qui étaient en mode performance, les interactions étaient bonnes, tout était, qui sont passés d'un coup en mode distribué. Finalement, il faut juste se dire qu'ils sont repassés en mode storming. Et donc, finalement, il peut y avoir, oui, en effet, dissolution. Non, c'est pas c'est ça en français, oui, tout à fait. Donc, il peut y avoir vraiment, il faut prendre conscience de dans quel état de maturité on est. Et se dire, à un moment donné, il va falloir se reposer. Alors, certains parlent de la nouvelle norme. Moi, j'aime bien me dire que le passage en mode distribué ou à distance va nécessiter au cœur de l'équipe de se poser les questions, mais comment on veut travailler, avec quels outils peut-être, mais finalement, quelles sont nos règles, comment on adapte notre manière de travailler. Il y a beaucoup d'organisations qui sont passées à distance en calquant simplement leur manière présentielle de faire en mode distribué. Et il y a beaucoup de choses qui méritent d'être visitées, il y a beaucoup d'expérimentations qui méritent d'être faites. Le point d'après, une autre caractéristique, c'est l'environnement. Hier, Alice et Vanessa nous ont vraiment fait une très belle conférence sur la notion d'intelligence émotionnelle. Je vous invite vraiment à mesurer l'impact de votre environnement. Je ne sais pas si vous aviez vu dans des télévisions françaises, à un moment donné, il y a eu des gens qui ont mis des outils de contrôle pour contrôler que les gens étaient bien à l'heure, partaient bien à l'heure, ce qui, moi, m'a un petit peu fait du mal. Pour avoir une équipe performante, il faut avoir un environnement où tout le monde se sente bien, où la capacité de chacun de s'exprimer est là, qu'elle soit verbale, émotionnelle, qu'elle soit déconnante, qu'elle amène une diversité. Il faut qu'il y ait cet espace-là pour permettre à l'équipe d'être performante. J'aime cette métaphore que je dis souvent. Alors, je ne sais pas si c'est une métaphore ou une blague, pour être très franc, mais on n'a jamais vu un fermier crier sur un pied de tomate pour le faire grandir plus vite. Okay, le fermier ou l'agriculteur en herbe va plutôt s'occuper du bon terreau, de la bonne terre, de l'eau qui va, finalement de l'exposition au soleil. Pablo Perno me disait même d'enlever les mauvaises herbes. C'est tout ça qu'on va mettre dans l'environnement. Donc, comme le management 3.0 évoque souvent, manager le système, ne managez pas les gens. Et je trouve que c'est une très très belle manière d'aborder que votre environnement, l'espace dans lequel vous évoluez, qu'il soit digital ou pas, est essentiel pour créer cet espace pour faire grandir une équipe. Les équipes performantes sont dans des environnements où il y a, on dit en anglais, de la psychological safety. J'ai cherché, si des gens ont des articles en français, je serais vraiment ravi de les recevoir. Il y a une énorme documentation et Amy Edmondson, là, que vous voyez là, a écrit un livre qui est juste une perle, qui s'appelle The Fearless Organization et que je vous invite à vraiment lire et qui est extrêmement riche si on veut voir évoluer une équipe vers plus de respect de l'humain. Les compétences,
les équipes performantes intègrent dans leur manière de travailler un investissement sur comment faire grandir les membres de son équipe. Faire grandir les membres d'une équipe, c'est un investissement. Le retour sur investissement, si je peux parler comme ça, n'est pas immédiat. Il va y avoir besoin de temps, il va y avoir besoin d'échanges. Je vous ai pas mis un beau diagramme sur le rapport à la connaissance avec le nom ne me revient pas immédiatement, mais où il y a un moment donné, il y a la vallée de la stupidité, ou le mont de la stupidité, et qui vous permet vraiment de vous rendre compte qu'à un moment donné, c'est pas parce qu'on grandit sur un sujet qu'à un moment donné, on devient un expert. Et ça, c'est extrêmement exactement Dunning-Kruger qui finalement caractérise le rapport au savoir. Et ce rapport au savoir, il est complètement intégré comme un investissement pour une équipe performante. La diversité est finalement aussi quelque chose d'extrêmement important dans une équipe. L'équipe diverse aussi va nécessiter plus de temps. En effet, une équipe homogène va certainement avoir une productivité plus rapide. Très bien. Une équipe diverse va vous permettre à un moment donné d'évoluer dans des contextes imprévus avec une diversité. Je ne sais pas si dans l'assistance, il y a des gens qui sont, comme moi, très fans d'open innovation. Je vous invite vraiment à aller regarder de ce côté-là, ou comment on arrive à résoudre des problèmes en allant chercher une diversité. Hier, on en a un petit peu parlé. Adam, on parlait un petit peu sur la manière dont ils ont pu rapidement, finalement, trouver des solutions. La diversité fait partie des caractéristiques d'une équipe performante. L'inclusion. Hier, Alex Boutin, dans sa question à Lisette, posait comment on fait rentrer quelqu'un dans une équipe, quelqu'un qui ne pourra pas rencontrer immédiatement l'équipe. Comment on fait ça? Je vais élargir le sujet, c'est comment on fait partir. Ces deux sujets d'entrée et de sortie sont extrêmement importants et ils font partie pour moi d'un sujet d'inclusion. Et à Singapour, on a, pour ceux qui aiment le livre Reinventing the Organization, on a une organisation qui était identifiée comme TEAL et finalement qui est venu nous parler de ça. Et il parlait, ce jeune homme, c'était incroyable cette conférence, il parlait il décrivait la notion de second job, le deuxième travail. Quand vous signez votre poste, vous arrivez dans une nouvelle organisation, et finalement, le moment où vous allez découvrir tous les process, toutes les choses comme ça, et découvrir les interactions, etc., vous découvrez un deuxième boulot. De la même manière, j'ai un ami, coach Jérémy, en Australie, qui faisait partie de mon organisation et qui est parti pour engager un voyage personnel en Australie et qui a été très vite arrêté, malheureusement pour lui, mais qui a fait, en fait, en utilisant des techniques d'appreciative inquiry, qui a vraiment travaillé sur un espèce de petit process de départ. Comment remercier, comment sortir d'une équipe pour ne pas avoir, vous savez, le c'était mieux avant, c'était mieux quand il y avait cette personne. Et donc, l'inclusion, comment passer de l'appartenance de communauté à l'appartenance officielle, qui va permettre aux gens de faire un tout et de dépasser le cadre qui fait d'une simple équipe une équipe et une équipe performante. Je me rappelle d'une discussion avec Émilie il y a quelques années au Printemps Agile à Caen. Et Émilie, que certains, je suis sûr, connaissent, Émilie me partageait vraiment, quand tu retires quelqu'un dans une équipe, ce n'est plus la même équipe. Comment travaillez-vous? Comment travailler pour limiter cet impact-là? Faire en sorte que l'équipe garde sa dynamique. Et voilà un petit peu ce que je voulais vous partager sur l'inclusion. Le leadership, ah oui, la pandémie a mis à mal le leadership. Les leaders ont dû jouer leur rôle. On a vu très rapidement, encore une fois, que les leaders devaient assumer une chose qui est certainement quelque chose de très connu dans le monde de l'agile, qui est accepter l'incertitude. Et on s'est aperçu que les styles de leadership ont eu un énorme impact sur les cultures des organisations. Donc, Todd Whitaker, moi j'aime beaucoup. Pour moi, les leaders font la culture et pas l'inverse. Ce qui fait que quand vous avez un certain nombre de choses qui se passent comme par les temps qui courent, il a fallu avoir les choses. Donc, je vous parlais tout à l'heure des organisations qui ont mis en place tous ces contrôles. Il y a aussi des organisations telles que
je ne donnerai pas nom, mais il y a beaucoup d'organisations qui finalement ont accepté de faire confiance, alors qu'il n'était pas écrit de base qu'ils voulaient voir leurs collaborateurs travailler à distance et qui ont pris ça comme une opportunité. Le leadership joue un rôle extrêmement important dans la vie d'une équipe pour aller vers plus de performance. Encore une fois, et Aurélien en parlait très très bien dans sa conférence hier, les leaders sont là pour créer d'autres leaders. Je décorrèle la notion de management et de leadership. Chacun doit cultiver son leadership. Les mesures, c'est la dernière caractéristique. Une équipe performante est capable d'exposer de manière transparente là où on est et là où on veut aller. Que ce soit de la qualité, là j'ai fait exprès de mettre une qualité qui descend pour avoir ce qu'on appelle des conversations qui ont du sens, pour pouvoir aborder en équipe, de créer la responsabilité collective qui va permettre ensemble de prendre les bonnes décisions. Maintenant, je vais vous parler un petit peu plus de ce qu'on a fait à Singapour avec mon équipe, cette équipe d'hiver dont je vous parlais un peu plus tôt. On a essayé beaucoup de choses. On a eu des beaux échecs, mais on a eu quelques succès. J'espère, et c'est mon intention dans cette dernière partie, de vous inviter finalement à essayer d'autres choses, des choses que vous avez peut-être déjà faites ou des choses que vous souhaiteriez expérimenter. La première chose qu'on s'est reposée comme question, c'est qui sommes-nous? Et donc, on a utilisé un Canva, qui s'appelle le Team Canva. Il y en a plusieurs sortes. Je suis sûr que vous trouverez celui qui vous convient le bien. Et on l'a juste mis sur un outil collaboratif, quel qu'il soit. Et on s'est vraiment posé des questions. Qui sommes-nous? Donc, qui sont ces gens dans cette équipe? Quelles sont nos règles d'équipe? Quelles sont nos attentes? Finalement, quels sont nos buts personnels? Quelles sont nos forces, nos faiblesses? En utilisant l'intelligence collective sur ce genre de choses, il y a un alignement naturel qui se met en place. Et ce genre de pratique, finalement, a pour objectif de clarifier pourquoi on est ensemble. Si on ne sait pas pourquoi on est ensemble, finalement, pour moi, ce n'est pas une équipe, c'est une somme d'individus. Alors, ils travaillent ensemble, mais c'est ce qui caractérise la vraie différence pour moi entre une équipe et une somme d'individus. Et donc, pour aller un cran plus loin et vraiment pouvoir engager la machine dans une bonne direction, eh bien oui, il y a des petites techniques. Alors, comme diraient certains dans cette assemblée, if you pay peanuts, you get monkeys. Finalement, il va falloir prendre du temps pour ça. Et ce temps-là, vous le ferez peut-être pas. Vous le prendrez peut-être pas pour faire autre chose, mais finalement, si vous avez des gens qui savent pourquoi ils sont là, ils auront beaucoup plus capacité à aller au-delà de leur fiche de poste, d'être beaucoup plus créatifs, de se donner pour l'esprit de groupe. La première, et donc qui est un peu plus coûteuse en temps, mais qui est extraordinaire, c'est l'atelier que Aurélien a documenté. Les liens seront là, vous pourrez aller vraiment sur récupérer les sources et on l'a facilité ensemble. Et c'est du solution focus. On décrit une lune, un espace désiré où finalement il n'y a plus de problème. Et en utilisant généralement des verbes autour des sens, on décrit vraiment quel est notre futur désir. Au final, ça permet de se décorréler des problématiques et des oui mais. Oui mais là, tu sais, non. Qu'est-ce qu'on veut devenir? Qu'est-ce qu'on veut devenir? Et finalement, vous verrez au travers de cet atelier qui prend un petit peu de temps, mais qui en vaut vraiment la chandelle, vous verrez qu'il y aura de l'alignement dans l'équipe. Et c'est un atelier qui fonctionne très très bien en remote. Mais encore une fois, investissez la bonne taille de temps, si je peux. J'étais en anglais, en train de penser en anglais. Un autre exercice qui est peut-être beaucoup plus simple, c'est tout simplement de faire un elevator pitch. Encore une fois, nous, on a fait plutôt la version Solution Focus en équipe pour essayer de se dire qu'est-ce qu'on veut réaliser cette année. Nos plans de 2019 n'ont rien à voir avec ce qu'on a réalisé cette année. On a travaillé là-dessus et ça nous a permis de s'aligner, d'évoquer des choses un peu compliquées aussi. Un elevator pitch est peut-être plus simple, mais au moins permet à chacun de s'aligner sur c'est quoi le pitch de notre équipe et comment on va pouvoir en parler à l'extérieur. Alors, là, je vous ai mis, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du cochon et du poulet à gauche, n'hésitez pas à la lire parce que c'est quand même assez connu dans les écosystèmes agiles, donc je ne vais pas la refaire. Mais la réalité, c'est qu'il y a dans nos écosystèmes des gens qui font ou pas partie de l'équipe à ce jour, qui sont soit des poulets, soit des cochons, soit des personnes qui sont engagées dans l'équipe. Moi, je résume généralement, s'il y a un problème dans l'équipe et qu'à un moment on doit tout arrêter, ils partent avec. Et il y a des poulets qui sont plus des gens qui sont intéressés,
qui ont un intérêt sur ce qu'on fait, mais que finalement, s'il y a un problème, ils auront un autre poulailler à aller visiter. Ce qui se passe, c'est qu'avec cet environnement à distance, on avait constaté que nous, il y avait beaucoup de parties prenantes on ne savait pas finalement s'ils étaient dans l'équipe, pas dans l'équipe, ils étaient là de temps en temps, pas là de temps en temps. Et donc, on a essayé d'évoluer vraiment de l'équipe avec un mélange de poulet et de cochon à une équipe qui est vraiment plus claire. On sait qui fait partie de l'équipe. On appelle ça l'équipe cœur. Et ça permet vraiment de clarifier beaucoup de choses au niveau du cadre et notamment de travailler sur la gouvernance. Parce que à partir du moment où vous avez un certain nombre de poulets, vous pouvez commencer aussi à leur parler, à leur demander mais qu'est-ce que tu as besoin, quelle fréquence, etc. Non, là, c'est pas possible. Je ne sais pas, et ça parlera peut-être à certains d'entre vous, un certain nombre de gens viennent vous contacter. Excuse-moi, est-ce que je peux te parler 10 minutes? Un petit Slack, un petit Zoom, on se parle 10 minutes. Et puis finalement, ça s'intègre. Et puis au final, on rajoute des réunions. Et à un moment donné, on perd le fil de, en fait, mais c'est qui mon équipe? Avec qui je suis censé faire quelque chose en commun? Lisette en a parlé hier, les règles d'équipe, en tout cas à distance, c'est critique. Nous, on a complètement revisité ce qu'on appelle notre team agreement et on y a intégré aussi quelque chose qui est extrêmement important, c'est le rapport entre nos usages et les outils. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai vu exploser la quantité d'outils. Donc finalement, chaque expert ramène son outil. À la fin, tu sais plus tellement bien qui utilise quoi. C'est extrêmement important de se mettre d'accord et dire bon voilà sur l'aspect créatif on utilise ça, pour l'aspect prise de décision on est là, pour la documentation on est là, pour la synchrone on va utiliser ça pour revenir sur des propositions qui ont été faites dans la keynote d'hier après-midi. C'est quelque chose qui semble bête. Je reparlais avec des coachs ici à Singapour et ils me disaient encore le team agreement et je leur disais oui mais finalement on l'a vu dans le sondage d'hier, il y en a finalement peu qui le mettent en place. Pour autant, si vous embarquez un nouveau membre de l'équipe, c'est quand même extrêmement structurant pour que cette personne ait un peu plus de repères. Rappelez-vous le deuxième job ou le deuxième boulot. Revisiter ces process de décision. L'environnement dans lequel on évolue aujourd'hui est un environnement différent. Okay, donc on a revisité les prises de décision. Pour ceux qui ont lu Reinventing the Organization, on s'est essayé un système qui s'appelle l'Advice Process. L'Advice Process, c'est tout simplement, et je vais le résumer pour les experts, ne m'en voulez pas, vous identifiez un certain nombre de personnes qui vont pouvoir vous conseiller. Diversité oblige, 3-5. Vous avez envie de prendre une décision, vous soumettez un certain nombre d'idées, de propositions, les différentes options de votre décision, vous les soumettez à ces différents conseillers qui vous envoient, selon eux, ce qui serait la meilleure décision à prendre. Après, à votre charge de prendre la décision, celle qui est la bonne et qui vous permet de vraiment concerter, avoir un peu plus qu'on dit la voix du système, avoir un peu plus d'avis plutôt que de prendre sa décision. Vous voyez, le leader un petit peu qui file tout droit, qui est super-héros et qui pense qu'il va combattre le Covid en prenant des décisions tout seul. Non, pas de super-héros, ça n'existe pas malheureusement, même si certains en rêveraient. Chez nous, ce qu'on a fait en plus, c'est que je me suis rendu compte que moi, à un moment donné, je prenais trop de choses. C'est un peu ma perso qui est comme ça. Mais donc, j'avais une liste d'activités qui était incroyable et je voulais vraiment permettre à mon équipe de prendre plus de place. Ce que j'ai fait, c'est donc d'accepter qu'un des membres de mon équipe vienne m'interviewer un petit peu en mode les interviews de recherche, design thinking, ce genre de choses, et qui m'a fait parler. Je suis pas mauvais à ça, donc j'ai parlé, j'ai expliqué un peu tout ce que je fais. Et on a listé vraiment tout ce que je fais. Et puis plus je parlais, plus je me rendais compte qu'en fait, il y avait plein de choses que finalement, je me rendais même pas compte que c'était des choses que je faisais. Et donc, on a fait ça avec 2 observateurs, 2 de mes leads. Et finalement, ce qu'on a fait après, c'est qu'on a documenté et on a fait vraiment une proposition à l'équipe en disant, voilà, qu'est-ce que vous voudriez prendre? Et l'équipe s'est réapproprié un certain nombre de sujets, le recrutement, finalement les prises de décision sur, là on va faire un petit off-site dans pas longtemps en respectant les groupes, etc. Mais les clients sur lesquels on veut aller l'année prochaine, ce genre de choses. Revisiter les interactions d'équipe. Extrêmement structurant. Ce que je disais, c'est que beaucoup d'organisations ont juste basculé ce qu'ils faisaient avant en présentiel en virtuel. Alors nous, on faisait en présentiel avant, comme je vous le disais, 2 réunions de 2 demi-journées par mois où on faisait des rétros et on avait un off-site par an. En gros, c'était un peu ça. Et puis, finalement, mars arrive, pandémie, on prend
nos licences du bon outil et on se retrouve en distance. On fait exactement la même chose, sauf que, comme ça a été évoqué hier, 4 heures de réunion, des engagements. Vous savez, le petit écran noir. Oui, oui, j'avais quelqu'un qui sonnait à la porte. Non, non, ou qui disparaissent. Tu sais plus très bien qui est là, qui est pas là. Donc déjà, ce qu'on a fait, c'est qu'on a redesigné. On a fait toutes les 50 minutes, 10 minutes de pause. Et c'était important pour nous. J'ai des coupures sur ma vidéo ou pas? Je sais pas. Ok, j'avance. Merci Laurence. Et donc après, on s'est rendu compte que finalement, c'était pas assez. Donc ce qu'on a fait, c'est on a rajouté un stand-up. Alors c'est pas du tout le daily scrum, hein, c'est pas ça l'intention. C'est en fin de journée. On se retrouve à 17h45 et on se dit un peu ce qui s'est passé dans la journée. Cette réunion-là, elle est optionnelle. De temps en temps, on est 2, de temps en temps, on est 10, on est 11. Et ça fait du bien juste de se parler, de se recontacter à un moment donné. Et ça a marché, mais il nous manquait quelque chose. Donc, on a mis en place ce qu'on appelle un check-in le lundi matin. Se parler de notre état émotionnel, savoir se dire comment on est, comment on va. Donc, on a dédié un quart d'heure pour se dire un peu comment était votre week-end, etc. On a rajouté, puisque ça a été évoqué hier, on le fait, on a rajouté sur notre Slack un Slack bot qui vient un petit peu questionner l'équipe, c'est quoi vos grands projets pour la semaine? Et donc chacun documente à cet endroit-là et ça permet finalement d'avoir ça. On vient de le modifier et on a rajouté une petite question dans ce bot, c'est qu'est-ce que vous allez déprioriser cette semaine? Et ça, c'est un très très bon sujet, je pourrais en parler ultérieurement. La dernière étape, c'est qu'on s'est rendu compte que nos après-midi, on les dédiait à beaucoup d'informations liées à l'organisation des décisions. Il y a beaucoup de policies de décision en ce moment. Donc au final, on a décidé de dédier 30 minutes pour ça. Et donc, on ne parle plus de ça, de telle manière à ce que nos réunions toutes les 2 semaines ne soient liées que à grandir ensemble. Donc, chacun prend des sujets, on amène des discussions, qu'elles soient opérationnelles, je ne sais pas comment gérer ce genre de choses. Et finalement, on arrive à faire des choses où chacun se retrouve et on a retrouvé de la valeur dans nos réunions d'après-midi. Rapidement, si vous voulez avoir des gens qui soient alignés avec vos valeurs, il va falloir revisiter votre recrutement. Très simple. On a décidé de mettre tout le temps des binômes. À distance, en présentiel, peu importe, on aura maintenant tout le temps des binômes. Ça amène de la diversité pour la personne interviewée, ça amène de la diversité aussi pour ceux qui font l'interview, et ça permet de récolter beaucoup plus de feedback qualitatif. Le oui généralisé, il y a un an, j'ai forcé une décision en tant que bon manager, et j'ai pris une décision de recruter quelqu'un. Ça s'est très très mal passé, alors que quelqu'un qui était dans le processus de recrutement m'avait dit non. Depuis, on a décidé que toute la chaîne de valeur devait valider, avoir un oui de telle manière, avoir un alignement et pour que cette personne se sente bien à son arrivée. L'indicateur aéroport, le temps que vous passez, alors c'est pas très adéquat avec la situation actuelle, j'en conviens, mais l'indicateur aéroport, très très simplement, c'est de vous dire, si vous passiez, auriez-vous envie de passer 2 heures de plus avec la personne que vous venez d'interviewer? Et ça permet de vraiment d'aller au-delà de la technique, etc. Est-ce que vous allez être curieux de cette nouvelle personne? Et puis, le dernier point qui est quand même important, on valorise beaucoup plus les valeurs que les compétences. Je considère que les compétences s'apprennent, les valeurs prennent beaucoup plus de temps à aligner. Quelques derniers slides pour vous dire que moi, en tant que manager, j'ai dû énormément travailler sur moi. Un exercice là que je vous propose, c'est un exercice qui m'a été partagé par le docteur Philippe Méry, qui est un exercice sur la vulnérabilité, qui est vous dessinez un masque à distance, généralement en binôme, et je vous me présente, bonjour, je suis Simon, je suis manager à Singapour, je suis agiliste, blablabla. Et si je vous enlevais le masque, vous sauriez à quel point j'étais terrifié de faire cette keynote, à quel point j'y ai mis mon cœur, et j'espère que vous l'aurez ressenti. Mais en tout cas, vous voyez très rapidement que les sujets sur la vulnérabilité peuvent émerger. Et c'est tout ce travail-là individuel qu'il va falloir faire. Célébrer, alors non, on fait plus de galipettes comme on pouvait faire aux Agile Games France, mais oui, il faut des temps pour sourire. Adam en a parlé un petit peu hier. L'organisation a structuré énormément de belles choses et j'arrive vers la fin de ma présentation. À Palo, on a eu vraiment un soutien sur la bascule à distance. Le premier, c'est l'accompagnement sur comment aider les gens à se reconstituer un office à la maison, qui est vraiment pas quelque chose de très, très simple, en nous outillant, deuxième écran, en nous proposant des tables, des chaises. Enfin, ça a été vraiment très, très bien fait.
un certain nombre d'activités inter-équipes. Et oui, cette moustache n'est pas… mon objectif n'était pas de ressembler à Alex Boutin aujourd'hui. Non, c'est parce qu'au sein de l'organisation, pour créer des dynamiques, on s'est lancé dans Movember pour essayer d'adresser un sujet un peu plus intéressant. Et enfin, au-delà du yoga, de tester du vin, on a des activités assez régulièrement qui permettent, et ça c'est inter-équipe, c'est pas juste une équipe, mais en tout cas l'environnement se met en soutien. Finalement, à droite, il y a aussi, on a eu des petites livraisons, des petites surprises. Toutes les semaines, une surprise différente. Là, je vous ai montré celle qui m'a le plus marqué parce que c'était vraiment agréable de recevoir un panier bio un matin devant notre porte pendant la pandémie. On a créé des cercles de conversation qui permettent à des gens qui sont un peu moins bien d'aller naturellement parler. Ces cercles ont lieu très régulièrement. On a mis en place avec deux de mes collègues, Touchard et Sylvain Maï, que certains certainement connaissent puisqu'il était en Bretagne et il était pas mal présent dans les communautés françaises. On a mis en place un programme de coaching interne, c'est-à-dire qu'un certain nombre de coachs personnels se sont mis en disposition de l'entièreté de l'organisation, des 150. Et donc, s'il y a un besoin de coaching personnel, vous pouvez demander à être coaché à 0 frais. Conclusion, très rapidement, je pense que la clé des équipes de demain, indépendamment de la distance, c'est d'abord de prendre soin de vous. Et comme le dit John Gottman, qui lui s'est occupé d'équipes un petit peu différentes, il s'est occupé des couples. Va falloir développer encore plus votre volonté à être influencé. Influencé dans le sens positif du terme, de telle manière à retravailler et décorréler les notions de motivation, d'engagement et de bonheur au travail. La deuxième chose, c'est la richesse, elle est partout, elle est partout. L'humain est riche, riche au sens de sa diversité, au sens des propositions. Allez chercher la richesse dans vos équipes. Investissez finalement votre culture, et mon invitation au travers de ma keynote aujourd'hui, c'est d'aller regarder les différents éléments caractéristiques qui caractérisent une équipe performante. Quelques références que vous retrouvez dans mes slides, et notamment des livres qui pour moi font référence, et je pense à Alexis, je pense à Amy, et puis bien sûr la Turn the Ship Around et Reinventing the Organization. Vous avez les liens vers l'atelier d'Aurélien, des choses comme ça. Et des bouquins, des TEDx. Et si vous avez envie de rire, regardez le TEDx de Pellegrino Riccardi, de Laurent Barre. Alors, c'est l'histoire d'un homme né en Italie qui a grandi en Angleterre et qui vit aujourd'hui en Norvège. Je vous laisse imaginer, c'est assez rigolo. Il y a de plus en plus de surveys qui existent. Je vous invite à les regarder. Prenez soin de vous. Très belle conférence à vous. Ça a été un réel plaisir de parler avec vous aujourd'hui. Je voulais aussi remercier tous ces gens-là qui sont sur la photo, qui m'ont aidé à grandir, qui ont été des partenaires d'équipe d'une manière ou d'une autre. Je vous souhaite vraiment à tous une très belle journée. N'hésitez pas à me laisser un petit feedback, ça fera du bien et ça me permettra de grandir. Je vous souhaite à tous une très très belle journée. Au plaisir. Merci Simon pour cette très très belle conférence. On va prendre peut-être 2 ou 3 minutes pour répondre à, on se dit, une seule question qui a vraiment eu le maximum de votes, c'est-à-dire la question de Nicolas qui nous demande quelle est la différence entre une équipe et quand est-il nécessaire de créer une équipe et quand pas. J'aimerais bien boire une bière là. C'est pas l'heure à Singapour. Non, pour moi, réellement, en fait, c'est toutes les interactions qui vont au-delà de la fiche de travail. C'est finalement quand vous arrivez à mettre une identité. Je ne sais pas si… Alors, il y a un livre qui, moi, est une référence, mais qui est un peu dangereuse aussi, mais il s'appelle La Foule, qui est un vieux livre du 19e siècle, qui a servi malheureusement à beaucoup de gens qui ont manipulé des foules. C'était vraiment le livre de chevet de pas mal de dictateurs, malheureusement, de Gustave Le Bon, et qui dit qu'un groupe, une équipe au regard d'un groupe de personnes a une identité. Et c'est pour moi la vraie différence. Quand il y a un groupe de personnes qui n'ont pas d'enjeu commun, finalement, vous avez une somme d'individualité et c'est OK. Mais quand on a envie vraiment de faire quelque chose ensemble et qu'on a envie d'investir dans les interactions et dans la découverte de l'autre, là, pour moi, on est sur une équipe. Alors, je vois, il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas si j'ai répondu. C'est un sujet qui est très
dense. J'aimerais plus de temps. Je suis un petit peu désolé si j'ai un peu coupé. Je veux juste respecter le temps des orgas. Merci pour la réponse. C'était succinct, clair. Effectivement, il est 9h50. On va devoir laisser toutes les personnes se rediriger vers l'Atrium pour choisir une autre salle de réunion. Merci beaucoup, Simon. Et puis, au plaisir de discuter donc avec toi sur toutes les tables. N'hésitez pas tous d'aller discuter avec Simon, en fait, à toutes les tables. Et puis, à très bientôt, Simon. Merci les orgas, vous assurez. Très belle journée à tous. Bye.